Jérôme, c'est à toi et merci. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de transplantation hépatique. Et quand j'ai repris mes diapositives de l'année dernière, j'avais choisi ce titre. Je m'en souvenais absolument pas. Et effectivement, 2019 n'a absolument pas, comme vous imaginez, annoncé 2020. Alors, je vais commencer par un autre virus. On aurait pu croire qu'on parlerait plus du VHC cette année, donc en 2020, parce que vous savez que l'hépatite C est devenue finalement une indication rare de greffe. Mais on en a reparlé cette année, disons de l'autre côté du miroir, puisqu'on envisage d'utiliser les greffons de donneurs VHC+, en transplantation d'organes, pas uniquement en transplantation hépatique. Alors, il y a eu deux papiers intéressants dans ce contexte cette année. Un premier papier américain aux États-Unis. Je vous avais mis l'ancien drapeau américain, mais vous savez que ça a changé à la fin de l'année 2020. Donc voilà, là, c'est le nouveau drapeau américain. Donc ça, c'est un papier qui rapporte l'utilisation de greffons de donneurs VHC+, sachant qu'il s'agit de la sérologie VHC+. Et vous voyez sur cette diapositive, c'est ce qui est en bleu, que l'utilisation de ce type de greffon permet de raccourcir considérablement la durée d'attente pour transplantation hépatique. Donc c'est un premier point qui est extrêmement intéressant. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parmi les donneurs qui sont VHC+, bien sûr, il y en a une partie qui n'ont même pas d'ARN, qui en fait n'ont donc pas le virus. Et pour ceux-là, à droite de la diapositive, il ne se passe rien. Et à gauche, pour ceux qui sont effectivement virémiques, eh ben, il y a une contamination du receveur à partir du donneur, du greffon du donneur. À la suite de cette contamination et de cette infection, on met en place un traitement très rapidement. Ici, il s'agissait essentiellement de traitement par Mavirette, même s'il y a des interactions avec les antiprotéases, mais ce n'est pas très grave, on peut gérer. Et vous voyez qu'à la fin de l'année, les patients étaient traités évidemment assez rapidement, et à la fin de l'année, plus personne n'avait de virus. Et la survie, alors là, c'est peut-être le hasard, était quand même de 100%, ce qui est très très bon, mais on peut donc admettre que on peut utiliser un greffon d'un donneur VHC+, pour un receveur, même s'il ne l'a pas. Alors, le deuxième papier, il y a une seule diapositive, c'est un travail canadien avec, vous avez vu dans l'étude d'avant, le traitement était classique, 12 semaines. Mais là, il s'agit d'un traitement court, une semaine, avec des antiviraux directs et l'ésétimib, qui est un inhibiteur d'entrée. Normalement, il empêche le cholestérol d'entrer à l'intérieur du corps, mais il peut aussi empêcher l'entrée du VHC. Et vous voyez que, alors là, il s'agit de tout organe solide, avec un traitement de une semaine. Et ben, il y a carrément pas de transmission du VHC au receveur. Donc, c'est une excellente nouvelle. Alors, si on replace ça dans le contexte français, vous savez que c'est difficile d'évaluer la séroprévalence en France. En 2004, c'était 0,84%, ce qui représente quand même plus de 260 000 adultes. Donc, c'est beaucoup. Et on peut utiliser pour l'instant les greffons qu'on appelle dérogatoires VHC pour les receveurs s'ils ont déjà le VHC, quel que soit l'organe. Et il y avait eu une enquête entre 2006 et 2008 par l'Agence de la biomédecine, et seulement 8 donneurs avaient été inclus dans le programme pour réaliser 13 greffes, mais il y avait eu par ailleurs 91 donneurs qui n'avaient pas été prélevés parce qu'en fait, il n'y avait pas de receveur déclaré pour accepter ces greffons dérogatoires. Et finalement, on aurait pu faire 273 greffes, donc foie, cœur, rein, etc. Et donc, quelque part, des donneurs qui sont perdus. Donc, la prochaine étape, c'est clairement l'utilisation de greffons VHC+, pour des receveurs VHC moins. Et les deux études que je vous ai présentées plaident pour cette attitude. Alors, je vais passer au CHC. Je ne vous parlerai pas d'athéso-bev.
comme on dit dans les RCP autorisés. Vous connaissez bien sûr les résultats, mais est-ce que ça change quelque chose en transplantation? Alors, en particulier, vous savez qu'on ne fait pas de traitement adjuvant après la transplantation, même quand il y a des critères de mauvais pronostic et donc de récidive. On ne fait pas non plus ce genre de traitement, en tout cas pas beaucoup, en cas de récidive, parce qu'on a la peur de l'immunothérapie dans un contexte de transplantation d'organes. Et il y a une équipe française qui a rapporté les études et les cas, en fait. Études, c'est un grand mot. C'est souvent des cas rapportés. Donc, ça fait 48 études, mais ça fait à peine plus de cas. 83 patients, donc des greffes d'organes solides, pas uniquement le foie, mais vous voyez qu'il y avait à peu près un gros quart de transplantation hépatique. Et vous voyez que dans les indications, même s'il y a beaucoup de mélanome, il y avait quand même un petit peu de CHC, donc de récidive de CHC. Alors, le type de traitement qui était utilisé, il n'y a rien de bien extraordinaire, beaucoup de nivolumab et de Pimbro, bien sûr, éventuellement des combinaisons. Alors, ce qu'on craint, c'est le rejet. Donc, vous voyez qu'on n'est pas déçu. Il y a presque la moitié des patients qui ont un rejet, mais et c'est le cas en transplantation hépatique aussi, bien sûr. Le problème, c'est que même si on traite ces rejets, en particulier par des bolus de corticoïdes, le rejet peut conduire assez fréquemment, vous voyez que c'est 70% sur l'ensemble des malades qui ont eu un rejet, ça peut conduire à la défaillance d'organes. Quand c'est le rein, c'est pas trop grave. Quand c'est le cœur ou le foie, vous imaginez bien que c'est un peu plus grave. Et c'est ce qui est figuré ici, la survie des patients. En cas de rejet de greffe rénale, la survie est finalement altérée par le pronostic de la maladie carcinologique. Mais quand c'est une greffe de foie ou de cœur, vous voyez qu'en cas de rejet, le risque de décès est majeur et probablement lié au rejet et pas à l'évolution carcinologique qui survient plus tard. Alors, quels étaient les facteurs associés au rejet ou encore mieux, entre guillemets, à la mortalité? Ça peut nous aider à sélectionner les malades et surtout à prendre des précautions quand on fait un traitement par immunothérapie, ne pas forcément le contre-indiquer, mais tenir compte de ces facteurs, et en particulier de l'immunosuppression, c'est-à-dire qu'habituellement, quand survient un cancer après la greffe, on minimise beaucoup l'immunosuppression, des fois on laisse un peu de corticoïdes, on met un inhibiteur de mTOR, et probablement qu'il ne faut pas trop minimiser euh, l'immunosuppression, soit laisser l'inhibiteur de calcineurin, soit peut-être remplacé par un inhibiteur de mTOR, mais dans cette étude, c'était trop peu de cas. Tenir compte des antécédents de rejet, bien sûr, du délai par rapport à la transplantation. Et finalement, la conclusion des auteurs, c'était que, bien sûr, le rejet, ça peut être grave en cas de transplantation d'organes tels que le cœur ou le foie. Et surtout, il y avait un faible bénéfice dans les cas rapportés de l'immunothérapie, avec 27% de réponse complète, donc un quart des malades. Donc, finalement, bien peser le pour et le contre. Toujours pour le CHC, il y a eu une très jolie étude italienne coordonnée par Mazzaferro sur la question du downstaging. C'est-à-dire que quand on a un CHC qui n'est pas de trop bon pronostic, donc hors des critères de Milan, est-ce qu'on peut le faire rentrer dans les critères de Milan, le greffer? Et en fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont comparé ces malades à des malades greffés sans downstaging. Et cette étude-là, elle est originale parce qu'elle regarde en fait l'intérêt de la transplantation par rapport à l'absence de transplantation. Donc une étude multicentrique randomisée dans laquelle les patients, après le downstaging, étaient randomisés entre greffe ou surveillance et donc pas de greffe, et ils ont regardé la survie. Alors, sur une période de 2011 à 2015, ce qui est assez long, ils ont pu inclure 74 malades. On ne sait pas bien en amont ce qu'il y avait, c'est-à-dire combien il y a de malades qui finalement n'ont pas eu de downstaging. Mais quand ils ont un downstaging, vous voyez que l'histoire n'est pas finie, puisque à la fin, sur les 74, ils n'ont pu en randomiser que 45. Et il y a une partie de la perte des malades qui est liée à l'évolution carcinologique. Donc finalement, il y a deux groupes, le groupe transplantation 23 malades, le groupe contrôle 22 malades. Et quand on regarde les traitements utilisés, vous voyez que d'abord, il y a des traitements multiples.
Et bien sûr, le traitement qui est le plus fréquemment utilisé, c'est la chémoembolisation. Au passage, vous voyez que du fait de la période d'étude, il y avait encore beaucoup d'hépatite C. Vous voyez aussi que dans les traitements d'attente, il y a des traitements curatifs, comme la radiofréquence ou très rarement la chirurgie, mais il y a quand même des traitements curatifs. Et les résultats sont ceux-ci, c'est-à-dire que la survie sans récidive ou la survie globale sont globalement bien meilleures dans le groupe transplantation par rapport au groupe non transplanté qui finit probablement assez souvent par évoluer. Alors, il faut replacer ça dans le contexte français. Vous savez qu'en France, les malades sont inscrits selon le score alpha-féto qui tient compte d'une adaptation des critères de Milan, donc la taille, le nombre, mais aussi l'alpha-fétoprotéine. C'est là d'où vient son nom. Et finalement, dans les modalités d'accès à la greffe actuelle, le downstaging ne peut intervenir que pour des malades qui ont eu un traitement d'attente non curatif. Vous voyez qu'on exclut les traitements curatifs qui sont à gauche. Quand on a guéri un malade avec la chirurgie ou avec la radiofréquence et qu'il n'y a pas de récidive, il n'accède pas à la greffe. Donc, la question ne se pose pas. Donc, pour les malades qui ont eu un traitement d'attente, soit ils avaient un score alpha-féto supérieur à 2 et ils peuvent rentrer dans le score alpha-féto inférieur ou égal à 2, soit ils étaient d'emblée avec un score alpha-féto inférieur ou égal à 2, mais ils ont eu un traitement d'attente non curatif et en premier lieu, la chémoembolisation. Alors, une fois que les malades sont inscrits, un autre problème, c'est le drop-out sur liste d'attente, parce que bien sûr, la durée d'attente est longue. Je vous l'ai montré sur la diapositive d'avant. Quand un malade est traité par chémoembolisation, par exemple, avec ou sans downstaging, il peut attendre 1 an ou 1 an et demi. Bien sûr, la tumeur évolue. Et ça, c'est une étude des États-Unis d'Amérique, avec leur nouveau drapeau. C'est une large étude sur les données de l'UNOS, donc le registre américain, où sur une période de 2010 à 2014, donc là encore beaucoup de VHC, il y a eu environ un quart de drop-out. Drop-out pour 2 raisons. Soit, alors drop-out, c'était sortie de liste ou décès sur liste. Et il y avait 522 drop-out, donc à peu près un quart, soit pour aggravation de la maladie carcinologique, soit aggravation de la maladie hépatique. Et ils ont fait un score à partir des prédicteurs de drop-out. Et vous voyez qu'on retrouve là à la fois des critères de fonction hépatique et des critères carcinologiques. Ça nous rappelle Okuda, 85. Vous voyez au passage aussi qu'il y a à la fois le MELD et le CHILD, parce qu'il ne vous a pas échappé que dans le MELD, ou le MELD sodium, il manque un certain nombre de choses, comme l'acide ou l'encéphalopathie. Et donc finalement, il y a les paramètres du score alpha français, l'alpha-féto plus les caractéristiques tumorales de Milan, plus des critères liés à la cirrhose, le MELD et le CHILD. Et vous voyez qu'en fonction des quartiles, le score qui est fait à partir de ces items-là, peut prédire assez bien le drop-out. Et enfin, ils ont également regardé la survie après la transplantation pour ceux qui ont été greffés. Et là, le score est beaucoup moins performant parce qu'il prédit la survie, donc en fait la récidive, uniquement pour les malades à très haut risque, donc même au-delà du 4e quartile, puisque ça représente que 13% de la cohorte, donc un score supérieur à 30, alors que la borne du quartile, le plus haut était 24. Mais vous voyez que ce score permet probablement de définir des malades qui sont non pas à haut risque, mais à très haut risque, avec un pronostic péjoratif et probablement des tumeurs qui sont très agressives. Alors bien sûr, je ne peux pas parler de transplantation sans parler de Covid en 2020. Tout d'abord, l'histoire a commencé au moment de la première vague où, à partir des données de je dirais la sécurité sociale, c'est pas la sécurité sociale au Royaume-Uni, mais c'est l'équivalent. Et vous connaissez cette étude qui était sortie dans Nature assez vite au moment de la première vague, où ils avaient regardé les décès liés au Covid en fonction des antécédents des malades, en incluant à peu près 17 millions
de personnes, donc ce qui est évidemment massif, comme on peut dire. Et vous vous souvenez qu'ils avaient mis en évidence un certain nombre d'associations et de facteurs favorisant le décès, et en particulier les maladies chroniques du foie avec un risque multiplié par 2 et la transplantation d'organes avec un risque multiplié par 4. Pour ce qui concerne les maladies chroniques du foie, vous connaissez aussi ce papier qui était sorti à la fin de l'été, montrant que la cirrhose était un facteur de risque de mortalité. Alors là, vous voyez, les effectifs sont faibles, et c'est la statistique. C'était significatif pour Child B, Child C, mais vous voyez que c'est assez linéaire et qu'il y a donc probablement un surrisque de mortalité par la Covid-19 quand on a une cirrhose. Et d'autant plus que la cirrhose est grave, bien sûr. Alors, en France, l'Agence de la biomédecine et puis un groupe qu'on a mis en place au sein de la SFT pour recenser les cas, on a pu avoir une idée assez précise du nombre de cas Covid-19 chez les greffés et les malades en attente. C'est ce qui est figuré sur cette diapo, qui est une diapo de l'Agence de la biomédecine. Donc, vous voyez très bien la première vague et la deuxième vague, et bien sûr les transplantés ou les malades en attente de greffe de rein qui sont les plus nombreux. Alors cette diapo, elle est très intéressante. À gauche, les malades en attente, et à droite, les malades greffés. Vous voyez que pour ce qui concerne le Covid ou la Covid chez les malades en attente, on en a identifié proportionnellement plus chez les greffés du rein, mais probablement parce qu'ils étaient en dialyse et qu'ils étaient testés beaucoup plus fréquemment pendant la première vague. Là, il s'agit des données cumulées première et deuxième vague. Vous voyez que finalement, entre les différents organes, il n'y a pas des grosses différences, en particulier pour ce qui concerne le risque de décès. Et pour ce qui concerne le foie, vous voyez que on a observé à peu près 13% de mortalité chez les malades qui ont contracté le Covid, à la fois chez les malades sur liste d'attente et les malades greffés, ce qui est évidemment plus que la population générale. Et cette figure, c'est juste pour vous montrer qu'il y avait évidemment des grosses différences en fonction des grandes différences géographiques. Là encore, ça regroupe la première et la deuxième vague. Alors, les malades greffés sont à risque de mortalité liée à la Covid, ok, mais est-ce que c'est lié à la greffe ou est-ce que c'est lié à autre chose, et en particulier les comorbidités? Et ça, c'est un travail français, encore une fois, qui est très intéressant en transplantation rénale, qui a comparé en fait une population d'une centaine de transplantés du rein à des contrôles. Et vous voyez que en fait, les transplantés du rein sont différents. Alors là, ils sont plus jeunes et moins gros que les contrôles, mais ils ont par contre beaucoup de comorbidités, comme par exemple l'hypertension, des antécédents cardiovasculaires et, comme c'est des greffés du rein, une insuffisance rénale beaucoup plus fréquente. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont en fait matché et ajusté les contrôles aux greffés avec des critères de plus mauvais pronostic ou de meilleurs pronostics, comme l'âge, parce qu'ils étaient plus jeunes. Et finalement, à la fin, on voit qu'en ajustant, on ne voit pas de différence entre les greffés et les contrôles. Quand on ajuste sur les comorbidités. C'est ce qui est figuré ici, soit la survie globale, soit la survie sans recours à la réanimation. Donc c'est un papier qui est très original, très intéressant, qui suggère que probablement les greffés d'organes solides, en tout cas ici les greffés du rein, ont une évolution péjorative, mais qui est plus liée à leur comorbidité qu'au fait qu'ils soient greffés, en particulier le traitement immunosuppresseur. Bien sûr, on attend d'autres données, en particulier en France, et en particulier sur l'ensemble des organes. Alors, on a mis en place en France un certain nombre de registres en transplantation, comme je vous l'ai dit, mais aussi pour les maladies chroniques du foie. Et j'espère qu'on pourra bientôt apporter, qu'en 2021, on pourra apporter un certain nombre de réponses à partir en particulier de notre registre français.
Le dernier point pour ce qui concerne la Covid et la greffe, alors bien sûr, pendant la première vague, il y a eu un ralentissement de l'activité. La transplantation de rein a même été suspendue carrément dans toute la France. La transplantation de foie a continué, mais avec une activité pendant les mois de mars, avril, mai qui a été considérablement réduite, parallèlement en fait à la réduction du prélèvement d'organes pour des raisons que je n'ai pas besoin d'expliquer, parce que les réa étaient occupés à autre chose, pleines et occupées à autre chose. Et finalement, ça a représenté pour le foie 17% de donneurs prélevés en moins par rapport aux 2 années précédentes, et presque 20% de greffes en moins entre mars et août par rapport aux années précédentes, avec à la fin de l'année un déficit entre 5 et 10%. Donc, on attend aussi là une évaluation à plus long terme, parce que bien sûr que l'impact de cette diminution d'activité, elle est à la fois immédiate et retardée. Par exemple, pour faire le lien avec le début de la présentation, le carcinome hépatocellulaire, des malades qui ont pu évoluer parce qu'ils n'ont pas été greffés suffisamment tôt, et on aura une évaluation de ça peut-être au courant de l'année qui vient, probablement. Alors, je ne vous ai pas parlé d'alcool et de transplantation, mais je pense que je vous en parlerai l'année prochaine, je suis à peu près sûr. Je compte sur mes amis lillois qui ont présenté 2 papiers très très importants au cours du congrès digital de l'EASL cette année concernant l'hépatite alcoolique aiguë. Sébastien qui a présenté l'actualisation et l'augmentation de la cohorte du New England qui aura cette année, qui aura 10 ans cette année. Et puis Alexandre qui a présenté les premiers résultats du PHRC Quick Trans. Donc j'espère que ces papiers seront publiés l'année prochaine et que donc je vous les présenterai. Je vous remercie pour votre attention et à tout bientôt. Merci beaucoup Jérôme pour ces papiers intéressants. En ce qui concerne le pool potentiel de donneurs VHC+, c'est un effectif qui est quand même assez intéressant parce que tu annonces 250 à peu près donneurs potentiels VHC+. Ça fait quand même à peu près 20% par rapport aux effectifs si on a une activité de greffe en France de l'ordre de 1400. Donc ça fait une bouffée d'oxygène importante pour la possibilité de transplantation. Tu penses qu'on est prêt à franchir le pas là pour les donneurs, les receveurs qui seraient VHC négatifs? Comment tu vois les choses? Alors, je n'ai pas été clair, les chiffres, c'était à peu près 300 greffes sur une période de 3 ans, Donc et ça fait tout organe confondu. Donc ça fait, il y avait à peu près 90 donneurs sur les 3 ans. Donc c'est pas autant que ça, mais c'est quand même une part importante. Il y a, pour le foie, je vous rappelle, il y a à peu près 6 à 7% de décès sur liste, donc on a toujours besoin de greffons. Et effectivement, je pense qu'on a maintenant suffisamment d'arguments pour proposer l'utilisation de ce type de greffon. On a quand même encore des receveurs VHC+, et des receveurs virémiques, en particulier pour des greffes hors foie. Par exemple, il y a des malades qui sont en attente de greffe de rein, qui ont le VHC, qui n'ont pas de maladie hépatique évoluée. Et ceux-là, on peut très bien les laisser sur la liste d'attente avec leur VHC et le traiter après la greffe. Ça leur permettrait probablement d'accéder plus vite. Donc je pense qu'il faut faire un effort sur les receveurs VHC+, et effectivement étendre aux receveurs VHC-, tant qu'on aura besoin de greffons, et on a toujours besoin de greffons. Bien sûr. En ce qui concerne l'immunothérapie, donc c'est la révolution de cette année 2020 pour la prise en charge du carcinome hépatocellulaire avancé. Donc les résultats que tu as présentés chez les transplantés d'organes montrent finalement un taux d'efficacité qui est similaire à celui observé chez les non-transplantés, de l'ordre de 30%, mais effectivement un risque de rejet qui fait un peu froid dans le dos, quand même 40%. Est-ce qu'on pourrait optimiser ça? Est-ce qu'il y a est-ce que les immunologistes ont des voies qui permettraient éventuellement de permettre d'améliorer ces résultats, en tous les cas de limiter le risque de rejet? C'est des pistes. En fait, c'est une étude qui, je pense, qui déjà met en évidence un biais de publication, parce que on a probablement rapporté les cas plus les cas qui se sont mal passés. En plus, il y a des cas qui sont, donc c'est un registre de cas en fait, ce papier. Il y a des cas qui sont assez anciens.
Et puis, on a appliqué probablement au début la stratégie qu'on applique en général, c'est-à-dire que quand il y a un cancer chez un malade greffé, on réduit beaucoup l'immunosuppression et on laisse des fois juste un petit peu de corticoïdes. Et quand il y a de la chimiothérapie, par exemple, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais quand c'est une immunothérapie, là, ça pose effectivement des problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, là, on est déjà plus prudent, en particulier pour les malades qui sont traités pour des mélanomes. On n'arrête pas l'immunosuppression, on la réduit. Et moi, à titre personnel, j'ai 4 malades qui sont en cours d'immunothérapie, là, et ça se passe bien, mais j'ai pas fait du tout la même stratégie que d'habitude. J'ai laissé une immunosuppression, certes un peu réduite, mais j'ai quand même laissé entre guillemets, des vrais immunosuppresseurs pour que ça se passe le mieux possible. Donc il y a des options d'optimisation, effectivement, des schémas d'immunosuppression, en tous les cas de maintien, qui permettraient peut-être d'avoir des résultats aussi bons que chez les non-transplantés, mais avec moins de rejet que ce qui a été rapporté dans cette série effectivement très biaisée de cas.